Bienvenue à cette capsule où nous allons parler des éléments probants. Nous allons parler de certaines particularités quant à notre cueillette des éléments probants dans le cadre d'un audit d'état financier. Nous allons parler d'une part de l'utilisation des travaux d'un expert et d'autre part, nous allons parler également des déclarations écrites à obtenir de la part de la direction. De façon générale, au stade des éléments probants, on se trouve habituellement à des étapes plus avancées de notre audit d'état financier. Mais comme on le verra dans quelques instants, les sources de nos éléments probants peuvent être diverses. Elles ne viennent pas seulement de nos procédures complémentaires dans le cadre d'un audit. Par exemple, nos éléments probants peuvent provenir de notre processus d'acceptation de la mission. Déjà là, on a appris beaucoup de choses qui nous a permis de constituer une part des éléments probants qui vont nous servir à conclure à la fin de notre mission. Mais par ailleurs, les éléments probants peuvent aussi provenir d'un audit antérieur, de l'audit de l'année passée, par exemple, où est-ce qu'on a des éléments qui nous avaient été évoqués et on considère qu'elles sont toujours applicables, ces facettes de l'organisation, et donc on voudrait les rapatrier, et ça pourrait servir à constituer nos éléments probants et notre opinion à la fin de notre audit courant. Donc, c'est juste pour vous situer que, oui, souvent, lorsqu'on parle des éléments probants, on traite des procédures. Et quand on est dans un examen, on vous demande de fournir des réponses à votre évaluation des risques ou de nous fournir des procédures spécifiques aux assertions identifiées comme étant à risque. C'est tout à fait important et pertinent de considérer ces éléments probants, mais pour avoir une vue complète, on se doit de considérer qu'il existe d'autres sources que nos réponses complémentaires pour obtenir nos éléments probants. Et c'est un peu le point là, que j'adresse en premier lieu ici sur cette diapo. Par ailleurs, bien sûr, on veut beaucoup d'éléments probants. On veut remplir notre seau de nos éléments probants, mais il faut noter que la suffisance n'est pas la seule chose. Il y a également la question de la qualité, le lien logique entre les assertions à risque et les éléments probants obtenus. C'est bien beau d'obtenir énormément d'éléments probants, mais si ça ne répond pas spécifiquement aux assertions qu'on a dénotées comme étant à risque, ben, ces éléments probants ne servent pas à répondre à ces risques. Par ailleurs, quand on parle d'éléments probants, comme je le mentionnais, on y va souvent par le biais des procédures et j'en profite seulement pour faire quelques rappels avant de rentrer dans le vif du sujet de cette capsule. Les confirmations externes sont toujours pertinentes à mentionner, que ce soit des confirmations auprès de clients pour lesquels on a des soldes importants à recevoir en fin d'exercice ou pour lesquels carrément on veut valider le volume d'activité, le volume de vente qui a été opéré au cours de l'exercice. Peut-être on veut obtenir des confirmations de la banque pour les soldes, mais peut-être aussi pour des questions de contrat, de renouvellement de prêt, d'octroi d'un délai de grâce pour rencontrer certaines conditions quant au prêt. Donc, les confirmations externes sont importantes et puis c'est souvent une piste intéressante à considérer dans l'étaillement de nos procédures complémentaires. Les procédures analytiques aussi, elles peuvent servir comme procédure d'évaluation des risques, comprendre un peu comment les activités de cette année se comparent à l'année précédente, par exemple, et comment commencer à cibler des éléments plus à risque sur lesquels on voudrait travailler. Mais c'est aussi une manière de recueillir nos éléments probants par la voie de procédures de corroboration à un stade plus avancé de notre mission. L'analyse de données en audit devient de plus en plus populaire en ce sens. Par ailleurs, les sondages, donc la terminologie, bien que l'analyse de données en audit que je mentionnais tout juste fasse de plus en plus l'objet d'audits de populations entières, dans les faits, de parler de nos procédures en commençant par le fait qu'on va cibler un échantillon d'une population donnée pour procéder à certains tests que l'on voudrait proposer et qu'on considère comme étant pertinents, mais c'est aussi gagnant. On parle de confirmation externe, procédure analytique et échantillonnage au sein d'une population qui sont des avenues souvent pertinentes lorsqu'on parle de procédure. Par ailleurs, l'utilisation des travaux d'un expert. Donc, souvent, il peut y avoir des éléments technologiques, des éléments biologiques, des éléments relatifs aux mines et au pétrole. Et tout ça, ça peut faire l'objet de certains travaux d'experts que nous voudrions utiliser pour les rendre des éléments probants admissibles dans le cadre de notre mission. Et c'est spécifiquement de cette facette que nous allons traiter. Bien que la NCA 500 elle traite des éléments probants dans un sens large, les exigences au paragraphe 8 viennent se concentrer sur comment traiter des informations produites par un expert qui aurait été choisi par la direction. Donc, la direction peut avoir un membre de son personnel qui œuvre dans une certaine expertise qui est différente de celle de la comptabilité et de la certification. Et cette expertise peut être utile à la direction pour préparer ces informations financières et on voudrait peut-être s'y fier. Par ailleurs, c'est possible aussi que l'entreprise, la direction, elle a sous-traité à l'externe, à une firme d'experts externe, une certaine évaluation qui sert à la préparation de ses états financiers et l'auditrice, l'auditeur pourrait vouloir s'en servir. Dans ce cas, les exigences du paragraphe 8 doivent être mises en œuvre. On doit évaluer la compétence, les capacités et l'objectivité de cet expert. Donc, la compétence, la capacité, c'est des choses distinctes. Les compétences relèvent davantage de la formation, l'éducation, les diplômes, les désignations professionnelles que la personne pourrait détenir.
Et cette compétence, elle s'évalue par le biais de certifications ou de titres qui sont octroyés, alors que les capacités, ben, c'est plus l'expérience que cette personne peut avoir eue. On peut avoir un diplôme en pétrochimie ou en une expertise très particulière, mais si on n'a jamais œuvré dans l'industrie ou dans le domaine, ben bien que notre compétence puisse être bien remplie, notre capacité ne l'est peut-être pas. Donc la capacité, c'est le fait d'avoir une expérience suffisante, c'est le fait d'avoir des ressources, du temps pour bien faire le travail qui nous serait soumis à titre de travail d'expert. Et finalement, l'objectivité. Quel est notre degré d'indépendance face à l'entité, face à l'information financière qui est préparée par cette entité? Ce sont des facettes que l'auditeur, en vertu du paragraphe 8A, doit s'assurer d'évaluer. Par ailleurs, l'auditeur doit aussi acquérir une compréhension des travaux de cet expert. Et donc, ça veut dire un peu de s'éduquer sur cette expertise autre que la nôtre. Et parfois, pour remplir cette exigence, ben, on va devoir carrément suivre une certaine formation, devenir familier avec ce qui est produit par cette expertise, afin que nous puissions évaluer le caractère approprié des travaux. Finalement, la troisième exigence du paragraphe 8 ici, qui nous demande de poser des questions, par exemple, sur les données ou sur les hypothèses qui auraient été utilisées pour faire le travail de cet expert. C'est possible que pour remplir notamment B et C, l'auditeur veuille faire appel à son propre expert. Ça peut être pour répondre à B et C, lorsque la direction a utilisé des travaux d'un expert et nous, on veut les faire valider, bien, on va peut-être avoir nos propres experts. Mais c'est possible que la direction n'ait pas fait appel à des experts et que nous, on veuille quand même faire appel à des experts pour nous aider à comprendre l'industrie, pour nous aider à comprendre une particularité dans l'exploitation et l'information financière qui découle de cette industrie et qui serait présentée dans les états financiers. Mais la NCA 620, alors, elle vient encadrer le travail d'un expert qui aurait été choisi par l'auditrice ou l'auditeur et que ce travail pourrait devenir des éléments probants pour l'auditrice ou l'auditeur. Donc, bien entendu, on peut s'imaginer que les exigences du paragraphe 8 de la NCA 500 doivent probablement s'y retrouver et c'est exactement ce fait. Donc, A, B et C viennent s'inscrire dans les exigences au niveau de la NCA 620, auxquelles certaines autres exigences viennent s'ajouter, notamment le fait qu'on doit planifier, on doit déterminer nos besoins, on doit s'assurer de la nature de l'expertise à laquelle on voudrait faire appel, on doit s'assurer d'un calendrier adéquat pour embaucher la personne et ainsi de suite. Et lorsqu'on embauche la personne, ben, c'est un expert de notre choix. On va vouloir avoir un contrat avec cette personne, que cette personne nous assure être sans lien avec l'organisation qui fait l'objet de notre audit, par exemple. Et finalement, la NCA 600 vient traiter des circonstances dans lesquelles on mentionnerait le travail fait par l'expert ou certains aspects des conclusions qui ressortent de ce travail, notamment lorsque on modifie notre opinion, on formule une opinion avec réserve ou une opinion défavorable en raison des constats qui sont tirés des travaux de cet expert. Dans cette circonstance bien particulière, on pourrait avoir à mentionner le travail de l'expert. Et j'y vais avec du conditionnel parce que la règle générale voudrait qu'on ne mentionne pas les travaux utilisés par d'autres, produits par d'autres experts, par d'autres gens, dans le cadre d'un audit d'état financier. Notre responsabilité de formuler notre opinion est la nôtre et on se doit d'aucune manière d'atténuer notre responsabilité en nommant les travaux de d'autres experts qu'on aurait utilisés. Mais dans la circonstance que je vous disais exceptionnelle, où est-ce que ces travaux font l'objet un peu des raisons sous-jacentes à notre modification d'opinion, là, on pourrait avoir à le nommer. Donc ça, c'était pour la NCA 500 paragraphe 8, la NCA 620. Si on poursuit, bien, certains exemples de contexte où est-ce qu'on voudrait faire appel à une expertise d'un domaine autre que la comptabilité et l'audit, bien, tout ce qui est des évaluations, les évaluations de certains actifs, de certains passifs, des éléments complexes à évaluer, les calculs actuariels, les estimations de réserves de pétrole et de gaz, donc on parle ici d'inventaire, de stock, l'interprétation de certains aspects de la loi ou de certaines clauses contractuelles complexes. On voudrait faire appel à des juristes, par exemple. Donc, c'est une liste qui provient de la NCA 620. Maintenant, je poursuis avec la NCA 501 qui traite de considérations particulières quant à la cueillette d'éléments probants provenant de différentes sources, dont celles relatives au stock. Okay? Donc là, j'ouvre une petite parenthèse. Nous devons être présents à la prise d'inventaire. Ça, c'est une exigence de la NCA 501. Lorsqu'il y a des stocks importants à l'état de la situation financière de l'entité qui fait l'objet de notre audit, nous devons être présents à la prise d'inventaire. Et si on nous empêche, si c'est impossible, c'est possible qu'on n'ait pas le choix de modifier notre opinion sur cette base exclusivement. Okay? Donc, la présence à la prise d'inventaire, juste pour vous dire, c'est une bonne procédure souvent lorsqu'il y a des stocks importants et qu'on vous demande de fournir des procédures relativement à ces stocks. On ajouterait un petit peu du travail qu'on pourrait faire de la liste au plancher, du plancher à la liste, et je ferme la parenthèse. Mais dans le fil de discussion que nous avions quant à l'utilisation de travaux d'experts, ben, on note certaines circonstances, qu'on soit dans l'agriculture, qu'on soit dans le pétrole, le gaz, dans la biochimie, il peut y avoir des éléments complexes à comprendre juste en termes de quantité, de valeur, d'état, et c'est possible alors qu'on va faire appel à des experts qui viendraient nous aider pour l'évaluation de ces stocks, pour la prise même d'inventaire de ces stocks.
Par ailleurs, il y a les procès et les litiges qui sont traités de façon particulière à la NCA 501. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des procédures spécifiques qui doivent être mises en œuvre pour les procès et les litiges, notamment d'analyser les frais juridiques, le compte des frais juridiques, des honoraires professionnels. Est-ce qu'il y a des factures importantes de bureaux d'avocats qu'on n'avait pas notées dans nos travaux? Et là, ça nous amène à croire qu'il y avait peut-être des éléments litigieux dont on n'était pas au courant. Et si on évalue qu'il y a des RAS à considérer, on voudrait parfois entrer en contact directement avec les conseillers juridiques de l'entité. Ça peut être ces conseillers juridiques internes ou ça peut être ces conseillers juridiques externes, dépendamment s'ils ont un département de contentieux interne. Et là, ça va être une forme d'utilisation du travail d'un expert, mais qui va être régie. Et je vais vous parler, pour terminer de l'utilisation des travaux d'experts, de deux encadrements d'échange d'informations qui peut être fait avec les auditrices et les auditeurs, d'une part avec les actuaires et d'autre part avec les conseillers juridiques. Donc, ce sont des annexes qui décrivent ces ententes conjointes de réciprocité, une, celle sur les actuaires à la NCA 500 et l'autre à la NCA 501, qui stipulent un peu la manière dont les actuaires et les juristes pourraient être obligés par cette entente de fournir certaines informations aux auditrices et aux auditeurs. Et de la même manière, les auditrices et les auditeurs pourraient avoir à fournir des informations aux actuaires et aux conseillers juridiques afin que ces autres experts puissent aussi accomplir leurs travaux professionnels dans les règles de l'art. Et donc, c'est notamment une manière de lever les exigences déontologiques quant au secret professionnel et de permettre la communication libre entre ces experts-là, de manière à ce qu'ils puissent chacun parvenir à leur fin. En ce qui concerne les auditrices et les auditeurs, ben, ça s'inscrit dans des exigences normatives claires et ça fait le point final en ce qui concerne l'utilisation des travaux d'un expert dans le cadre de cette capsule. On terminerait cette capsule en disant juste quelques mots sur les déclarations écrites qui se veulent une autre source d'éléments probants importante. Les déclarations écrites servent à réitérer la responsabilité de la direction quant à la préparation de l'information, mais aussi quant au fait que toutes les opérations importantes doivent nous avoir été communiquées, que toute l'information nous a été donnée dans le meilleur état. Cette responsabilité-là doit être bien sûr convenue au moment de l'acceptation de la mission, dans notre lettre mission, mais dans les déclarations écrites qui sont habituellement mises sur papier et signées à une date rapprochée de la date de signature de notre rapport d'audit, on va demander à la direction de réitérer qu'elle a bien répondu à cette responsabilité en termes de préparation d'informations dans les états financiers, en termes de nous avoir fourni tous les éléments importants, toutes les opérations importantes ont été portées à notre attention, dans le sens aussi qu'ils nous ont fourni des éléments qui sont véridiques, la véracité des propos qui nous ont été prononcés, et ils vont accepter de signer ces déclarations-là. Donc, la NCA 580, elle vient fournir certaines indications, mais également, elle formule des exigences quant à l'obtention de telles déclarations en ce qui concerne notamment la responsabilité de la direction. Okay, on voit qu'il y a un parallèle à faire avec d'autres NCA, où est-ce qu'on nous rappelle également l'importance d'inclure dans notre lettre de déclaration écrite à la fin de notre audit la mention sur la fraude, la mention sur les textes légaux et réglementaires, sur les estimations comptables, sur les parties liées ou sur l'hypothèse de la continuité d'exploitation, quant au fait que la direction nous a tout communiqué ce qui était pertinent pour nous permettre de faire nos travaux relativement à ces différentes normes. En cas de doute ou de refus de la part de la direction, eh bien, ça peut avoir des conséquences, notamment sur notre manière de formuler notre opinion. Ça met fin à cette capsule sur certaines particularités relatives aux éléments probants. On se retrouve bientôt. Bonne journée, bonne continuation.